Bismillah. Tourne-toi donc, fils. Comme tu es drôle. A-t-on idée de ces soutanelles de pop? Alors tout le monde porte cet accoutrement en votre académie? Telles furent les paroles dont le vieux Boulba salua ses deux fils qui, leurs études terminées au séminaire de Kiev, rentraient à la maison paternelle. Les jeunes gens venaient de mettre pied à terre. C'étaient deux solides gaillards qui regardaient encore en dessous, à la manière des séminaristes tout frais et moulus du collège. Sur leur visage plein de force et de santé pointait le premier duvet, vierge du rasoir. Troublés par cet accueil du père, ils restaient immobiles, les yeux au sol. Halte, halte, que je vous lorgne à mon aise sur toutes les faces, continua-t-il en les faisant virer. Mais quel interminable sarreau, quel sarreau! Vit-on au monde si long sarreau? Allons, que l'un de vous court un peu, pour voir s'il ne donne du nez à terre, en s'entortillant dans sa robe. Ne ris pas, père, ne ris pas, dit à la fin l'aîné. Attention, toi, quand tu te gonfles. Et pourquoi, s'il te plaît, ne pas rire? Parce que, bien que tu sois mon père, si tu continues à ricaner de la sorte, de par Dieu, subhanahu, je te tape dessus. Ah, mauvais gars, comment? Sur ton père? Dit Taras Bulba stupéfait, reculant de quelques pas. Oui, sur mon père, tant pis. Insulter, je ne considère et ne respecte personne. Et comment voudrais-tu te battre avec moi? Serait-ce à coups de poing? Peu importe de quelle façon. Eh bien, allons-y, à coups de poing, s'écria Taras Bulba en retroussant ses manches. Je suis curieux de savoir, mon âme, ce que vaut ton poing. Alors, en guise de souhait de bienvenue, après une longue absence, le père et le fils se mirent à échanger des bourrades dans les côtes, les reins et la poitrine, tantôt cédant le pas en se toisant et tantôt attaquant de nouveau. Regardez, bon Jean, mon vieux est devenu fou. Il a tout à fait perdu l'esprit, dit la mère, une bonne femme pâle et maigre, qui se tenait sur le seuil sans avoir encore pu embrasser ses fils chéris. Les enfants viennent d'arriver à la maison, voilà plus d'un an qu'il ne les a vus, et ils inventent on ne sait quoi, se battre à coups de poing. Mais c'est qu'ils cognent à merveille, reconnut Taras, cessant la lutte. Très bien. En vérité, continua-t-il en se rajustant quelque peu, si bien même que je n'aurais pas dû m'y frotter. Quel bon cosaque cela fera. Eh bien, salut petit gars, embrassons-nous. Et le père et le fils s'étreignirent. Parfait gars, rosse les autres comme tu m'as rossé, ne cède à personne. Et malgré tout, ton accoutrement prête à rire. Qu'est-ce que cette corde qui pendit? Et toi, Nir, que tu as demeuré les bras ballants, dit-il en s'adressant au cadet. Comment se fait-il, fils de chien, que tu ne me connais pas? Que va-t-il chercher encore? Gémissait la mère en baisant le plus jeune. Est-ce qu'il peut venir à l'idée d'un fils de frapper sur son père? Comme s'il s'était question de cela maintenant. Le pauvre enfant, épuisé d'une si longue traite à cheval, aurait besoin de faire un somme et de manger un morceau. Et le père le force à se battre. Or, le pauvre enfant avait 20 ans, bien sonné, et sa taille dépassait les 2 mètres. Eh, mais tu es une poule mouillée, à ce que je vois, dit Taras. N'écoute pas ta mère, fils. C'est une femme, et une femme ne sait rien à rien. Qu'avez-vous besoin de gâteries? Pour vous, les gâteries, c'est la vaste plaine et puis un bon cheval. Telles sont les milliardises qu'il vous faut. Voyez-vous ce sabre? Voilà votre mère. On ne vous a bourré la tête que de sornettes. Et le séminaire et tous vos livres, absédaire et philosophie, fatras sur lequel je crache. Ici, Boulba lâcha un mot si sonore que l'imprimé ne le supporterait pas. Mais la semaine qui vient, je vous enverrai, cela vaudra mieux, chez les aporogues. C'est là que l'on s'instruit. C'est là qu'est votre école, et c'est là que l'on vous inculquera de la raison. Alors ils ne passeront qu'une semaine ici, se plaignit la vieille mère si maigre, les larmes aux yeux. Ils n'auront même pas le temps de se promener un peu, les pauvres petits, ni de refaire connaissance avec la maison où ils sont nés. Et moi je pourrais donc les regarder à ma suffisance. Assez pleurnicher la vieille, suffit. Le cosaque n'est pas fait pour traîner avec les femmes. Tu les cacherais bien sous tes côtes pour les couver comme une poule ses œufs. Allons, rentre vite et mets-nous sur la table tout ce que tu as de bon. Mais pas de chatterie, tarte au miel ou au pavot et autres douceurs. Serre-nous un mouton entier ou une chèvre et de l'hydromel de 40 ans et de l'eau de vie en abondance, non pas de ton eau de vie truquée, avec des raisins secs et toute espèce de saleté, mais de l'eau de vie pure.
de l'eau-de-vie qui mousse et qui pétille et qui crépite comme une enragée. Bulba mena ses fils dans une chambrette d'où sortirent lestement, parées de colliers rouges, deux belles servantes qui venaient de tout mettre en ordre. Effrayées peut-être de la venue de jeunes maîtres qui d'ordinaire n'épargnaient personne, ou simplement pour rester fidèles en manie féminine, elles poussèrent un petit cri et s'enfuirent à toutes jambes à la vue des hommes. Longtemps après, elles voilaient encore de la manche leur grande honte. La chambre était arrangée au goût de ce temps, dont les vivants échos ne vibrent qu'en l'édicte et complaintes populaires que les vieux aveugles barbus chantaient autrefois, au trémolo des bandouras. Devant une foule attentive et rangée en cercle, au goût enfin de cette époque guerrière où commencèrent en Ukraine batailles et mêlées contre l'Union, tout y était d'une grande propreté. Aux murs enduits d'argile peinte, des sabres, des fouets, des filets pour la pêche et la chasse aux oiseaux, des fusils, une corne apprêtée avec art pour servir de poire à poudre, un bidon doré et des entraves à plaques d'argent. La chambrette avait de toutes petites fenêtres, avec de vitres rondes qu'on ne trouve à présent que dans les églises très anciennes, et à travers lesquelles on ne pouvait rien voir si l'on ne soulevait un carreau mobile. Portes et fenêtres étaient encadrées de rouge, sur les étagères d'angle cruche, bouteilles et flacons de verre glauque, ou bleu voisinés avec les bouillies d'argent, ciselés et les coupes dorées de toute facture. Vénitiennes, turques et circassiennes, échouées dans la chambre de Bulba après avoir changé 3 ou 4 fois de propriétaire, chose commune en ces temps d'aventure. Autour de la pièce couraient des bancs garnis d'écorce de bouleau, une table immense se dressait dans un angle sous les saintes images, et un poêle à corniche et soubassement, très large, en carreaux de faïence bariolée, bombé du ventre, comme une grosse marchande jusqu'au milieu de la salle. Toutes ces choses étaient bien connues des deux gaillards, qui chaque année venaient à la maison pour les vacances, et ils faisaient la route à pied, faute de monture, car la coutume n'était pas que les écoliers aillent à cheval. Ils portaient encore ces chevaux flottants que n'importe quel cosaque armé pouvait se permettre de tirer. Pour la première fois, Bulba leur avait dépêché au sortir du collège de jeunes étalons de son troupeau. Pour fêter le retour de ses fils, Taras convoqua les centeniers et tous les gradés du polk présents sur les lieux. Et quand 2 officiers furent entrés avec Lié Saoul, Dmitri Tovkatch, son vieux camarade, il leur présenta ses gars disant « Regardez-moi ces lascars, je vais bientôt les envoyer à la Setch. » Les hôtes félicitèrent Bulba et ses fils, assurant à ces derniers qu'ils ne sauraient mieux faire, car pour un jeune homme, il n'y a pas de meilleure école que la Setch des Aporoks. « Eh Seigneur, mes frères, cria Bulba, à table, et que chacun se place à sa convenance. Mais avant tout, petit gars, un trait d'eau de vie. Dieu, subhanahu, nous bénisse. À vos santé, fils. À la tienne, Ostap, à la tienne, André. Fasse le ciel que vous soyez heureux au combat, que vous rossiez les mécréants et les Turcs, sans oublier les Tatars. Et si le Polonais tente encore quelque chose contre notre foi, tapis aussi les Polonais. Allons, avance ta coupe, hein? Fameuse loi de vie. Et comment ça se dit en latin, tu vois, fils? Quels impiteux ces latins, qui ne savaient même pas qu'il existe un monde de l'eau de vie. Comment donc s'appelait cet autre qui composait des vers latins? Un lettré et moi, ça fait 2. Et le nom m'échappe. Ah, Horace, n'est-ce pas ainsi? Quel papa se disait à part soi l'aîné Ostap? Il singe encore l'ignorant, le vieux chien qui sait tout. Mais t'as vu que l'archimandrite ne vous laissait même pas flairer l'eau de vie, poursuivait Bulba. Avouez les gars, qu'avec les verges de bouleau fraîchement coupées, l'on vous a rudement fustigé les chines, et tout le reste qui fait un cosaque. Et pour vous rendre aussi sage que vous voilà, il a fallu sans doute vous donner le fouet, non seulement le samedi, mais aussi le mercredi et le jeudi. À quoi bon, père, rappeler ces souvenirs? Le passé, dit Ostap avec son flegme ordinaire. Qu'il s'y risque donc maintenant, s'écria André, que quelqu'un seulement me cherche noise. Qu'un tatar quelconque me tombe sous la coupe, il apprendra vite ce que c'est qu'un sabre de cosaque. Bravo, fils, bravo de par Dieu, subhanallah. Puisqu'on est un
ainsi, je suis des vôtres, sur ma foi, j'irai avec vous. Qu'est-ce que j'attends ici de par tous les diables? Allez, Mlana. Que je tourne au sommeur de blé noir, aux gens foutres de ménage. Oui, moi, que je surveille les brebis et les porcs, et puis que je me fasse mignoter par ma femme. Le diable, allez, Lana, l'emporte plutôt. Je suis cosaque, cette vie ne me va pas. La belle affaire qu'il n'y ait pas de guerre. Je vous suis chez les Zaporoks, comme ça, pour le plaisir. De par Dieu, subhanahu, j'irai. Petit à petit, le vieux Boulba s'échauffait, s'enflammait si bien que, hors de lui, il finit par sortir de table et dressé de toute sa hauteur, frappa du pied le sol. Nous partirons dès demain. À quoi bon remettre le voyage? Quel ennemi guettons-nous ici? Qu'avons-nous besoin de cette maison et de tout ceci? De ces pots, par exemple. En parlant ainsi, il se mit à casser et à jeter par terre vaisselle et flacons. Habituée à semblables exploits de son mari, la pauvre vieille lançait des regards de tristesse. On l'allant s'asseoir sur le banc, elle n'osait dire mot. Mais hors d'état de retenir ses larmes à l'annonce d'un dessein si terrible, elle posait à la dérobée ses yeux sur les enfants, dont on menaçait de la séparer si brutalement. Et nul ne saurait dépeindre toute la force muette du chagrin qui semblait palpiter dans ses regards et sur ses lèvres serrées convulsivement. Boulba était acharné dans son entêtement. Il possédait un de ces caractères qui ne pouvaient se rencontrer qu'au rude XVe siècle, dans ce coin d'Europe peuplé de demi-nomades, quand tout le sud de la Russie primitive, délaissé de ses princes, était dévasté, mis à feu et à sang par les incursions impunies des pillards mongols. Alors, sans âtre et sans toit, l'homme de ces contrées, devenu brave jusqu'à la témérité, ose s'établir sur les cendres de son foyer devant l'incessante menace de voisins redoutables, et à force de fixer le péril dans les yeux, désapprit qu'il existait au monde un danger. C'est alors qu'une flamme guerrière incendia l'antique génie pacifique des Slaves. C'est alors que se développa le clan des Cosaques. Cette forme déréglée et sans frein de la nature russe. C'est alors que Berge-Guet, contrée riveraine, est lieu d'abord facile, pullulaire de tant de Cosaques que nul n'en savait le compte, et que leurs camarades effrontés étaient bien en droit de répondre au sultan qui s'informait de leur nombre. Qui peut le savoir? La steppe chez nous en fourmille. À chaque motte de terre, un cosaque. Ce fut à proprement parler une manifestation extraordinaire de la force russe, jaillie de l'âme populaire sous le coup des calamités. Au lieu des anciens apanages, des bourgades peuplées de piqueurs et de veneurs, au lieu de petits princes, querelleurs et trafiquants de leurs fiefs, on vit se développer des agglomérations d'aspect redoutable. Villages et enceintes fortifiées que liaient le péril et la haine commune contre les pillards païens. L'histoire nous montre comment les luttes incessantes et la vie tourmentée que menèrent ces hommes réussirent à préserver l'Europe des féroces incursions qui menaçaient de la bouleverser. Suzerains de ces vastes territoires en lieu et place des petits princes feudateurs, les rois de Pologne, bien que faibles et éloignés, surent apprécier l'importance des Cosaques et le parti à tirer de ces guerriers obstinés. Ils encouragèrent et flattèrent leur amour des armes. Soumis à leur autorité lointaine, les hetmans, élus par les Cosaques, leurs pères, transformèrent les enceintes fortifiées en polks et districts militaires réguliers. Ce n'était pas là une troupe de ligne, toujours sous les armes. En temps ordinaire, elle échappait au regard, mais 8 jours au plus, après l'appel de guerre ou de levée générale, chaque cosaque se présentait avec sa monture, équipée de pieds en cap, ne touchant du roi qu'un seul ducat. De sorte qu'en 2 semaines, il se créait une armée telle que nulle opération de recrutement n'en aurait pu former une pareille. La campagne terminée, chaque guerrier regagnait pâturage et labour des rives du Dniepr, se livrait à la pêche ou au commerce ou brassait de la bière, redevenait en un mot un libre cosaque. Les étrangers du temps admiraient à bon droit les dons exceptionnels du cosaque, car il n'était nul métier qu'il ne sût pratiquer. Distiller des eaux de vie, façonner une charrette, faire de la poudre, exécuter n'importe quelle besogne de serrurier ou de forgeron, et par-dessus le marché, mener ripaille à tout casser.
peinté et riboté comme seul un Russe s'y entend. Il était de taille à s'acquitter de tout cela. Outre les Cosaques enrôlés, dans l'obligation de répondre à l'appel en temps de guerre, on pouvait en tout temps, si le besoin devenait pressant, recruter des troupes nombreuses de cavaliers volontaires. Pour cela, il suffisait aux Essiaouls de passer sur les marchés et places publiques des villages et bourgades et de vociférer à pleine gorge du haut d'une charrette paysanne. Hé, brasseurs et broyeurs de Malte, assez fabriqués de bière, cessez de vous avachir sur les poêles et de nourrir les mouches de votre graisse. Venez vous couvrir d'honneur et de gloire chevaleresque. Hé hé, laboureurs semeurs de blé noir, gardeurs de moutons, coureurs de femmes, n'êtes-vous pas las de traîner derrière la charrue? Assez de bottes jaunes souillées de terre, assez de cotillons troussés. Ne ruinez plus votre force de chevalier. Il est temps de conquérir la gloire du Cosaque. Et ces paroles produisaient l'effet d'étincelles tombant sur du bois sec. Le laboureur brisait sa charrue, les brasseurs jetaient bas leurs fourneaux et défonçaient les barriques. L'artisan envoyait au diable, son métier et le commerçant sa boutique. Ils mettaient en pièces leur vaisselle et tous, sans exception, sautaient à cheval. Bref, le caractère russe, suivant dans ces régions, son penchant vers la force et la grandeur, prit des allures extérieures trop puissantes. Taras comptait parmi les plus anciens et les plus chevronnés des chefs de Pox, uniquement créé pour le tumulte guerrier. Il se distinguait par la droiture brutale de son tempérament. À cette époque, la noblesse russe commençait à se laisser gagner par l'influence de la Pologne. Beaucoup avaient déjà adopté les mœurs polonaises, vivant dans le luxe, entretenant des vallées superbes, des faucons, des veneurs et donnant des festins dans de vrais palais. Mais rien de cela n'allait au cœur de Taras. Il aimait la vie simple des Cosaques et se brouilla même avec ses camarades entichés des modes de Varsovie, les appelant serfs des seigneurs polonais. Toujours turbulent, il se considérait comme le défenseur attitré de la religion orthodoxe. Il intervenait de son propre mouvement dans les villages dès la première plainte contre les vexations des intendants ou l'élévation de l'impôt par feu. À la tête de ces hommes, il redressait lui-même les torts, s'étant imposé comme règle qu'il convenait de tirer le sabre dans 3 cas, à savoir quand les commissaires manquaient de respect aux anciens, en ne se découvrant pas devant eux, quand ces étrangers tournaient en dérision la religion orthodoxe ou la tradition des ancêtres, et enfin dès que les ennemis se trouvaient être des mécréants et des Turcs, sur lesquels il jugeait avoir licence de lever en toute occasion le glaive, à la grande gloire de la chrétienté. Dès maintenant, il se plaisait à imaginer comment il arriverait à la Sèche avec ses 2 fils, de quel air il dirait « Voyez donc quel luron je vous amène !» Comment il les présenterait à tous ses vieux compagnons, retrempés au feu de bataille, de quel œil il surveillerait leurs premiers pas, aussi bien dans le métier des armes que dans l'art des bamboches, considéré également comme l'un des principaux ornements du chevalier. Au début, il voulait mettre ses fils en route tout seul, mais son tempérament guerrier prit feu à la vue de leur fraîcheur d'adulte et de leur vigoureuse beauté. C'est pourquoi il résolut de les accompagner, sans autre nécessité que les suggestions de son entêtement. Déjà, il s'agitait donnant des ordres, choisissant chevaux et harnais pour les jeunes gens, courant des écuries au grenier, désignant les serviteurs de l'escorte pour demain. Il transmit son autorité à l'Issiaoul Tovkach, avec la recommandation formelle d'accourir sur le champ avec le polk au grand complet s'il lançait de la Sèche un appel quelconque. Bien qu'un peu gris et le crâne embrumé par les vapeurs de l'alcool, il n'oublia rien, pas même d'abreuver les chevaux et de remplir leur mangeoire du meilleur froment. Puis il rentra, lassé de toute la peine qu'il s'était donnée. Allons les enfants, le moment est venu de dormir, et demain nous ferons ce que Dieu subhanahu voudra. Mais ne nous prépare pas le lit, femme, nul besoin de lit, nous dormirons dans la cour. La nuit venait tout juste d'assombrir le ciel, mais Bulba se couchait toujours de bonne heure. Il s'allongea sur un tapis, se couvrit d'une pelisse de mouton à cause de la fraîcheur nocturne et parce qu'il aimait à la maison les chaudes couvertures. Bientôt, il ronfla et, à son exemple, ronflèrent et sifflèrent du nez tous ceux qui s'étaient écroulés au hasard dans la cour. Au premier lieu, les veilleurs de nuit, qui mieux que personne avaient fêté verre en main le retour des jeunes maîtres.
Seule la pauvre mère ne dormait pas. Penchée au chevet de ses chers enfants, qui gisaient côte à côte, elle débrouillait du peigne leurs boucles ébouriffées qu'elle mouillait de ses larmes. Elle les contemplait de tout son être, de tous ses sens. Elle n'était que regard et ne pouvait se rassasier de leur vue. C'est elle qui les avait nourris de son lait, qui les avait élevés et soignés, et voilà qu'elle jouirait de leur présence la durée d'un clin d'œil. Mes fils bien-aimés, qu'allez-vous devenir et quel sort vous attend gémissait-elle, et ses pleurs tremblaient aux rides qui défiguraient son visage jadis si beau. En vérité, pitoyable avait été son destin, comme celui de toutes les femmes en ce siècle de bravoure. Elle ne connut l'amour qu'un court instant. Durant la première fièvre de la passion, durant la prime jeunesse, puis le brutal séducteur la quitta pour le sabre, pour les camarades, pour la bamboche. Elle ne voyait son époux que 3 ou 4 jours par an, et puis elle n'entendait plus parler de lui pendant quelques années. Et d'ailleurs, quand il lui advenait de le voir et qu'il vivait à ses côtés, qu'était cette existence? Elle dut subir les avanies et même les coups. Elle ne goûtait plus que des caresses accordées par pitié, et passait comme une créature étrange au milieu de cette tourbe de chevaliers non mariés, que les mœurs dissolues des aparogues avaient marqué d'une farouche empreinte. Sa jeunesse sans plaisir passa comme un trait. Ses belles joues délicates, sa gorge sans baiser, perdirent leur fraîcheur et connurent les rides précoces. Tout son amour, tout ce qu'il y a de tendre et de passionné dans une femme vint renforcer chez elle le sentiment maternel. C'est avec fougue, avec emportement, avec larmes que, pareille à la mouette des steppes, elle étendait son aile sur ses enfants. Or, on lui enlevait les fils qu'elle aimait tant, on les lui arrachait sans lui laisser l'espoir de les revoir un jour. Qui sait, peut-être qu'à la première bataille, quelques Tatars leur trancheraient la tête, et elle, qui aurait consenti à se sacrifier tout entière pour chaque goutte de leur sang, ne saurait jamais où pourrirait leur reste abandonné, que l'oiseau de proie criblerait du bec au passage, secoué de sanglots, fixant leurs paupières que l'invincible sommeil menaçait de fermer, elle pensait. Peut-être qu'à son réveil, Bulba remettra le voyage. Il est possible que ce soit la boisson qui le pousse à un si prompt départ. Des hauteurs du firmament, la lune illuminait depuis longtemps les dormeurs épars dans la cour. Les touffes de sol et les hautes herbes où se perdait le pied des palissades de l'enceinte, la mère restait assise au chevet de ses fils chéris, qu'elle couvait des yeux sans songer au sommeil. Sentant venir l'aurore, les chevaux avaient cessé de brouter. Pour se coucher dans l'herbe, le faîte des sols fut agité d'un tremblement qui descendit peu à peu, comme une onde bruissante, jusqu'à leur base. La femme attendit l'aube, sans trace de fatigue, et souhaitant du plus profond du cœur de voir s'éterniser cette nuit. De la steppe parvint le sonore hennissement d'un poulain. Des bandes rouges embrasèrent le ciel. Bulba s'éveilla tout à coup et sauta sur ses pieds. Il se rappelait parfaitement les ordres de la veille. « Eh, valet, dit-il, assez dormi, debout, il est temps. Donnez à boire aux chevaux. Mais où donc a passé la vieille ?» C'est ainsi que d'habitude il surnommait sa femme. « Dépêche, vieille, prépare-nous vite à manger, car nous avons à faire une longue trotte. » La pauvre vieille, privée du dernier espoir, se traîna tristement vers le logis, cependant que, tout en pleurs, elle apprêtait ce qu'il fallait pour le déjeuner. Bulba donnait ses ordres, menant tapage aux écuries, choisissant de sa main les meilleurs équipements pour ses fils. Les séminaristes changèrent tout à coup de tournure. Des bottes de maroquin rouge, ferrées d'argent, remplacèrent leurs vieux souliers boueux. Ils passèrent des culottes à 1000 plis, larges comme la mer Noire, et retenues par une cordelette d'or, à laquelle pendaient au bout de courroie la blague et les autres accessoires du fumeur. Leurs casaquins de drap incarnat, rutilant comme un brasier, étaient serrés d'une ceinture délicatement ouvrée, où ils passèrent des pistolets turcs à crosse ciselée. Leur visage, légèrement hâlé, paraissait encore plus beau et plus pâle, et leurs courtes moustaches brunes ressortaient mieux sur leur teint qui respirait la santé et la force juvénile. Des bonnets d'astrakhan noirs à calotte dorée achevaient de leur donner grand air. À la vue de ces enfants ainsi transformés, la pauvre mère ne put proférer une seule parole, et ses pleurs cessèrent de couler.
Allons, fils, tout est prêt. Assez lambiné, dit enfin Taras. Et maintenant, avant de nous mettre en route, asseyons-nous selon l'usage chrétien. Et tous s'assirent, même les serviteurs qui se tenaient par déférence près de la porte. À présent, la mère bénit tes enfants, dit Boulba. Prie Dieu, subhanahu, qu'ils se battent avec bravoure et que toujours ils défendent leur honneur de chevalier. Qu'ils restent à jamais fidèles à la foi du Christ, alayhi salam. Sinon, qu'ils périssent plutôt et que rien ne reste d'eux en ce monde. Approchez-vous de votre mère, mes enfants, car la prière maternelle est une sauvegarde sur terre et sur l'eau. La mère, faible comme toutes les mamans, étreignit ses fils et prenant deux petites icônes qu'elle suspendit à leur cou, elle dit en sanglotant: Que vous préserve la mère de Dieu, subhanahu. N'oubliez pas, mes enfants, votre mère, envoyez-lui quelquefois de vos nouvelles. Et sa voix s'éteignit. Partons, les gars, dit Boulba. Opérons, piaffez déjà les chevaux. Taras sauta sur son diable, qui fit un furieux écart, en sentant tout à coup ce fait de 20 poux, car Boulba était extrêmement gros et lourd. Quand la mère vit ses fils à cheval, elle s'élança vers le cadet, dont les traits semblaient trahir plus de tendresse. S'accrochant à l'étrier, elle se colla à la selle et, les yeux hagards, refusa de le laisser partir. Deux vigoureux Cosaques s'emparèrent d'elle avec sollicitude et l'emportèrent à la maison. Cependant, au moment où le cortège franchissait le portail, elle se rua, bondissant malgré son âge, avec l'agilité d'une chèvre sauvage, et animée d'une force incroyable, arrêta le cheval de l'un de ses fils, qu'elle enlaça dans un accès de désespoir, voisin de l'inconscience et de la folie. Mais on l'emporta une deuxième fois. Les jeunes Cosaques chevauchaient tristement, retenant leurs larmes par crainte du père, qui de son côté ressentait un trouble qu'il tâchait de dissimuler. Le jour était nuageux, la verdure brillait d'un vif éclat, et des notes discordantes paraissaient fausser les gazouillis des oiseaux. Après un bout de chemin, les fils tournèrent la tête. Déjà la ferme semblait s'être enfoncée dans la terre. Seuls dépassaient le sol les cheminées de leur humble maison, et le faîte des arbres où jadis ils grimpaient comme des écureuils. Devant leur regard s'étendait encore cette prairie d'après laquelle ils pouvaient se remémorer toute leur vie, depuis les années où ils rampaient dans l'herbe mouillée de rosée, jusqu'au jour du premier rendez-vous avec une petite Cosaque aux yeux noirs, dont les talons frais et rapides frôlaient à peine dans leur course craintive le gazon de ce même pré. Voici que la perche du puits, surmontée d'une roue de charrette, se profile solitaire dans le ciel, et déjà la plaine parcourue semble le loin une montagne qui cache tout ce qu'on vient d'abandonner. Adieu donc, enfance, jeu puéril, adieu, adieu tout le passé, adieu.